Hello, welcome back. My name is Bonjour, je suis contente de vous revoir. Je suis Sarah Turner et nous aurons notre dernière séance sur la planification de la résilience et la modélisation du secteur électrique. La dernière fois où nous étions ensemble, nous avons regardé un peu la modélisation de la résilience avec notamment les cas de pénurie de carburant. Mais il y a d'autres manières de modéliser au niveau d'Engage. Et donc, une autre considération que nous pouvons examiner, ce serait la manière dont nous pourrions répondre à la charge d'un hôpital en cas de panne de courant. Disons qu'une centrale hydroélectrique à Péligre dessert actuellement 2 hôpitaux en Haïti et que chaque hôpital dispose d'un générateur diesel de secours. Nous devons d'abord créer une exécution de référence pour voir comment le modèle devrait fonctionner dans des conditions parfaites. Maintenant que vous êtes un pro en matière de processus de création de modèles, nous allons passer les exercices plus rapidement en fournissant des diapositives détaillées qui décrivent le processus. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou en arrêt lorsque cela est nécessaire. Nous devrons créer 3 nouveaux emplacements. Le premier, pour notre centrale hydroélectrique que nous appellerons Péligre. Les 2 derniers emplacements sont l'emplacement de notre hôpital et de notre parc solaire à Port-au-Prince. Pendant que nous y sommes, créez une série temporelle de ressources solaires pour le parc solaire de Port-au-Prince en utilisant PVWatt et renommez notre hôpital et notre parc solaire au Cap-Haïtien pour inclure le nom de la ville. Ainsi, il n'y aura pas de confusion à mesure que nous construirons des modèles à plus grande échelle. Maintenant, il nous faut créer nos technologies. Bien qu'il existe de nombreuses façons de créer une centrale hydroélectrique, par exemple, en utilisant une technologie de conversion pour modéliser les débits d'eau, nous utiliserons simplement une technologie d'alimentation simple pour cet exercice. Une note importante à garder à l'esprit en termes de modélisation: lorsque vous construisez davantage de technologies, il faudra toujours trouver un équilibre entre le fait d'avoir une technologie détaillée et la capacité d'exécuter efficacement un modèle à grande échelle. Alors, il est vraiment important que vous réfléchissiez bien à ce que vous souhaitez mesurer. Et dans ce cas spécifique, puisque nous ne sommes pas intéressés par la modélisation des débits d'eau autour de Péligre, nous ne nous concentrerons uniquement que sur la modélisation des éléments essentiels de la centrale hydroélectrique. Ici, ce que nous allons faire, c'est donc de transformer ces débits d'eau en électricité. L'élément le plus important à considérer lorsqu'on pense vraiment à une centrale hydroélectrique, c'est son facteur de capacité.
S'il est vrai que les centrales hydroélectriques sont généralement considérées comme modulables, dans la mesure où elles peuvent être augmentées ou réduites pour répondre à la demande, elles ne sont généralement pas exploitées de cette façon car il existe des restrictions sur leur production pour éviter de perturber les activités en aval, comme celles qui seraient liées euh, aux poissons ou encore à la faune. Le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique est généralement modélisé plus proche d'une technologie intermittente. Au lieu d'avoir des données réelles, nous emprunterons une série temporelle accessible au public d'une centrale hydroélectrique simulée à Hawaï et la ferons évoluer pour qu'elle corresponde à une centrale hydroélectrique de notre taille. Vous pouvez trouver les séries temporelles que nous utilisons dans cet exercice dans le modèle USAID qui seront disponibles en téléchargement sur la page de modélisation de Engage. Pour le moment, nous supposerons que la centrale hydroélectrique a été en grande partie amortie et tirerons un exemple de coût de l'ATB dont nous laisserons les détails renseignés au niveau de la description de la technologie. Vous devrez également créer une ligne de transmission entre la centrale hydroélectrique et l'hôpital. Dans la vraie vie, l'électricité provenant d'actifs de production centralisés, tels que les centrales hydroélectriques, serait généralement gérée par des sous-stations et ces sous-stations qui distribuent l'électricité à la ville via des lignes de distribution. Cependant, pour nos besoins, nous nous concentrerons principalement sur l'utilisation de lignes pour répondre à la demande des hôpitaux. Nous allons donc simplement modéliser un système en plaques de cuivre. Enfin, nous devons créer nos générateurs diesel de secours, cette fois-ci non pas comme des technologies d'expansion de capacité, mais plutôt comme des actifs existants. Pour le faire, nous copierons les paramètres de nos générateurs diesel actuels et nous supprimerons tous les paramètres liés à l'expansion de capacité. Pour faire simple, nous traiterons le générateur diesel comme une technologie linéaire qui représente la capacité de production de deux générateurs. Et pour éviter de créer un plancher d'exploitation, nous supprimerons le niveau minimum d'exploitation, le paramètre du niveau minimum d'exploitation. La prochaine étape, il s'agit de créer des nœuds pour les nouvelles technologies de scénario, y compris pour la centrale hydroélectrique, les lignes de transmission en plaques de cuivre et la technologie de port-au-prince. Comme vous pouvez voir à l'angle droit de l'écran, toutefois, n'oubliez pas d'attribuer également au site de Port-au-Prince les technologies antérieures que nous utilisons au Cap haïtien
tels que le fil photovoltaïque, le transport diesel et la demande des hôpitaux, comme vous pouvez le voir au niveau de la case au bas de l'écran. Une fois que vous avez créé un nouveau scénario et activé les technologies appropriées, nous vous invitons à effectuer une exécution sur 3 mois du 1er juin au 1er septembre 2023. Votre production de base devrait ressembler à ceci, où la majorité de la demande des hôpitaux est satisfaite grâce à la ressource hydroélectrique et les générateurs diesel de secours ne fournissent qu'occasionnellement une assistance tout au long de l'année. Notez que les charges totales et les actifs du système pour chaque ville sont représentés dans ce graphique et que vous basculez entre les différents emplacements à l'aide des commandes qui se trouvent au niveau du menu supérieur. Pour l'instant, nous allons vous demander d'utiliser les paramètres d'affichage d'Engage pour accéder à chaque emplacement et calculer individuellement les coûts totaux de fonctionnement de Cap-Haïtien et de Port-au-Prince. Pour simplifier les choses, nous supposerons que le coût total de l'hydroélectricité a été réparti équitablement entre les deux sites et que le coût de l'approvisionnement en diesel est réparti en fonction de la moyenne pondérée des dépenses d'exploitation du générateur diesel. Dans ce cas, si les dépenses totales d'exploitation du générateur diesel étaient de 1 531 $ et que Port-au-Prince représentait approximativement 68% des dépenses totales d'exploitation du diesel, alors nous supposerons que la ville est également responsable de 68% de la consommation totale de carburant. Si nous additionnons ainsi les coûts spécifiques à chaque emplacement, nous verrons que les deux sites ont à peu près les mêmes coûts énergétiques. Cela est conforme à ce à quoi nous nous attendions, puisque nous avons utilisé le même profil de demande hospitalière pour chaque ville. Une fois notre référence établie, nous pouvons maintenant explorer un scénario de panne de courant pour voir comment le modèle répond pour faire face à la demande. Pour commencer, donnons à Engage deux options. La première option dont dispose Engage pour répondre à une panne de courant est de construire davantage de production locale grâce à l'énergie solaire et aux batteries. Nous appellerons cela un micro-réseau. Par définition, les micro-réseaux sont des systèmes énergétiques localisés capables d'être isolés du réseau central pour répondre à la demande locale. Au lieu de dupliquer nos technologies solaires et de batteries, nous irons dans le catalogue des technologies
et créerons une nouvelle technologie en utilisant un archétype que nous n'avons pas abordé jusqu'à maintenant, qui s'appelle approvisionnement et stockage. Cet archétype contient des paramètres similaires à ceux des archétypes d'approvisionnement et de stockage. Mais l'avantage de cette technologie est que lorsqu'Engage décide de la construire, Engage doit considérer l'énergie solaire et la batterie ensemble et non comme deux technologies séparées. Ceci est représentatif de la façon dont les microréseaux fonctionnent dans la vie réelle, puisque pour être auto-isolés, ils nécessitent généralement un certain type de batterie ou de système de stockage. Nous renseignerons les paramètres en fonction des hypothèses de l'ATB. Enfin, pour être complètement autosuffisants, les micro-réseaux entraînent des coûts supplémentaires depuis les équipements d'interconnexion jusqu'au système de contrôle et de surveillance. Cependant, les détails complets des coûts des micro-réseaux dépassent le cadre de cette formation. Pour l'instant, nous ferons une estimation approximative de ces coûts supplémentaires en multipliant nos paramètres de coûts par un facteur 2 pour plus de sécurité. Notre deuxième option que nous proposerons à Engage pour concurrencer le micro-réseau est la construction d'une nouvelle ligne de transport plus résiliente. Qu'est-ce que nous entendons par cela? Alors que les lignes électriques traditionnelles passent généralement au haut de nos têtes pour relier les villes à l'électricité, les fournisseurs d'énergie ont adopté une approche pour protéger leurs lignes de transport en les enfouissant sous terre, où elles sont globalement mieux protégées des événements météorologiques turbulents comme les vents violents ou les incendies. Notez que cette stratégie peut ne pas fonctionner pour toutes les communautés, mais pour nos besoins, nous étudierons sa pertinence pour la planification de la résilience dans le cadre de cette formation. Mettre des lignes de transport sous terre peut augmenter la résilience du réseau, mais cela peut aussi s'avérer incroyablement coûteux en fonction de la longueur de la ligne, de sa tension et du terrain. C'est pour cette raison que nous aurons deux lignes de transmission, toutes deux éloignées de notre centrale hydroélectrique, pour voir où cela pourrait être potentiellement plus intéressant, plus rentable. Notez que nous créons également les technologies en tant qu'actifs fixes et non en tant que technologie d'expansion de capacité. Pourquoi faisons-nous cela? Eh bien, malheureusement, il n'existe aucun moyen dans la version actuelle d'Engage de définir la capacité de charge de la ligne en tant qu'unité, ce qui signifie que
Lorsqu'Engage reçoit un paramètre de capacité de charge maximale, il optimise le coût de la ligne en dimensionnant la capacité de charge de la ligne et ça pourrait être une capacité qui se situe entre 1 et 150 mégawatts. Et que cela puisse paraître logique pour Engage, cela n'est pas réaliste pour la plupart des décisions en matière d'investissement sur les lignes de transport ou généralement, si un planificateur énergétique envisage de construire une ligne, il se contentera simplement de planifier la capacité de charge maximale. Et donc, nous ferons pareil dans notre modèle pour créer des flux de trésorerie à la fois cohérents et compétitifs entre les stratégies pour faire face aux pannes de courant. Cela signifie que nous allons nous assurer que la ligne de transmission est fixe, comme ça, la dernière ligne de transmission que nous créerons est celle qui simule notre panne de courant. Cependant, avant de pouvoir le faire, nous devons créer une série temporelle de l'efficacité de transport de cette ligne. La plupart des lignes de transmission sont généralement efficaces. Nous supposerons donc une efficacité de transport de 95% jusqu'à 7 heures le 4 juillet, date à laquelle la ligne sera complètement hors service. La ligne restera fermée jusqu'au 11 juillet à 7 heures du matin. Une fois que vous avez téléchargé la série temporelle sur Engage et attribué à une nouvelle technologie de transmission en plaque de cuivre, vous serez prêt à passer à l'onglet Nœuds. Nous devons attribuer un certain nombre d'emplacements pour faire fonctionner notre modèle. Mais c'est là que la possibilité de personnaliser les technologies au niveau du nœud devient incroyablement utile, car cela peut nous faire gagner du temps. Par exemple, nous pouvons attribuer la même technologie solaire photovoltaïque de micro-réseau à la fois au Cap-Haïtien et au parc solaire de Port-au-Prince. La seule chose que nous voulons changer, ce sont les séries temporelles de la technologie solaire à Port-au-Prince, en tirant celles que nous avons créées un peu plus tôt à partir de PV-Watt. En ce qui concerne nos technologies de transport, c'est aussi là que nous préciserions également les longueurs de nos lignes à 50 km pour la ligne 69 kV reliant Péligre à Port-au-Prince et 100 km pour la ligne de 115 kV qui relie Cap-Haïtien à Péligre, respectivement. Prenez le temps nécessaire pour parcourir la liste et vous assurer de ne commettre aucune erreur. Ce qui peut facilement arriver au fur et à mesure que les modèles deviendront plus grands. Notez également que si vous supprimez un paramètre personnalisé dans l'onglet Nœuds, de manière automatique, Engage va renseigner cela au niveau de l'onglet Technologie.
Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous personnaliserez des nœuds. Après avoir attribué vos technologies, vous serez prêt à réexécuter votre scénario. Pour simuler la panne de courant, désactivez vos technologies de plaques de cuivre et activez plutôt nos nouvelles technologies de transmission en cas de panne de courant. Dans un premier temps, nous examinerons uniquement le coût des micro-réseaux. Activez cette technologie, puis cliquez sur Obsolète. Revenez ensuite à l'onglet Scénario et désactivez la technologie de micro-réseau et activez plutôt les lignes de transport souterraines. Puis, revenez ensuite à l'onglet Scénario et désactivez la technologie de micro-réseau, comme nous l'avons dit, et activez plutôt les lignes de transport souterraines. Une fois que vous avez fait tout cela, vous devez cliquer sur Obsolète pour cette exécution, puis ça ne devrait prendre que quelques minutes à votre modèle pour terminer chacune des exécutions. Pour comparer les coûts de chaque emplacement, nous téléchargerons cette fois les données brutes. Lorsque vous cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas, sous la colonne intitulée Sortie, vous serez automatiquement informé du téléchargement d'un dossier zip sur votre ordinateur. Si vous l'ouvrez, vous remarquerez de nombreux fichiers CSV. Certaines entrées étiquetées pour ce qui a été utilisé pour créer le modèle et certaines sorties nommées. Dans le cadre de cette séance de formation, nous nous concentrerons uniquement sur le fichier de sortie CSV indiquant résultat-coût CSV, Result Cost CSV. Lorsque vous l'ouvrirez, vous verrez qu'il ventile les coûts totaux en fonction de son nœud, qui, dans ce cas, est la technologie de chaque emplacement. Puis, vous répéterez le même processus que précédemment. À la seule différence, cette fois-ci, vous ajouterez le coût des technologies de micro-réseau et des technologies de transmission, afin d'avoir les coûts individuels. Vous remarquerez que la technologie de transmission se produise deux fois. Et cela, c'est parce qu'Engage répartit ses coûts entre les deux sites. Vous souhaiterez ajouter les deux pour obtenir le total technologique final. Après avoir complété le tableau, vous verrez que les micro-réseaux étaient clairement les gagnants en termes de stratégie de résilience optimale en termes de coûts. Même si chaque scénario était plus coûteux que notre scénario de référence, le coût des micro-réseaux était exceptionnellement plus faible, même lorsque nous avons doublé les coûts de la technologie, ce qui est moins que les stratégies de transmission. Même si le résultat du micro-réseau représentait la décision optimale en termes de coûts pour chaque emplacement, vous pouvez toutefois constater d'énormes différences dans les coûts de transport à Port-au-Prince, où il n'y avait que 6 millions de dollars pour enterrer une nouvelle ligne de transport par rapport au Cap-Haïtien. Les itérations possibles de cet exercice pourraient inclure l'ajustement des technologies de transmission pour voir à quel moment la ligne pourrait devenir compétitive en termes de coûts.
Par exemple, on pourrait avoir l'ajustement du facteur d'échelle ou de la durée de vie de l'actif. Cependant, cela sort du cadre de cette séance de formation. Mais je veux aussi que vous vous posiez la question d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette représentation? Le problème est un sujet que nous avons déjà abordé, à savoir qu'il s'agit d'un exemple clair de la façon dont les capacités de prévision parfaite d'Engage font que le modèle construit parfois des systèmes qui sont irréalistes sur le plan opérationnel. Du point de vue du coût pur, il est logique que le modèle choisisse de construire uniquement un micro-réseau doté d'une capacité de production solaire de 3,5 MW et de 14 MWh de stockage, car il sait que pour le reste de l'année, l'énergie hydroélectrique est fiable et peut être utilisée pour répondre à la demande des hôpitaux. Dans la vraie vie, cependant, nous savons que ce n'est pas toujours le cas et bien souvent, nous ne savons pas quand une ligne pourrait soudainement s'arrêter, ni combien de temps il faudrait pour la rétablir. C'est pourquoi la plupart des micro-réseaux sont énormes à grande échelle pour permettre de répondre à la demande dans les pires circonstances. Bien que nous aurions pu simuler une série temporelle de pannes de courant aléatoires dans Engage, de la même manière que l'exercice de pénurie de carburant pour voir ce que le modèle construit. La réalité est que la seule façon de contourner ces capacités de prévision parfaite du modèle serait de pouvoir créer plusieurs séries temporelles simulées de manière aléatoire pour voir comment le modèle se comporte. Il s'agit malheureusement d'une limitation de l'outil Engage, car nous devrions répéter le processus à plusieurs reprises, ce qui peut rapidement prendre énormément de temps. Heureusement, comme vous pouvez voir au niveau de l'écran, il existe d'autres outils au NRL que vous pouvez consulter et qui peuvent effectuer cette simulation plus efficacement grâce à ce qu'on appelle une simulation de Monte-Carlo. Ces outils dont nous sommes en train de parler incluent REOPT et PRAS. PRAS accepte même les sorties Engage et peut utiliser les fichiers du modèle pour simuler sa propre analyse de fiabilité basée sur ce qu'Engage a construit. Si vous avez des questions au sujet de ces outils et sur la façon dont vous pourriez faciliter ce processus, contactez-nous directement. Mais pour l'instant, nous espérons que cet exercice vous a fourni une idée sur la façon dont vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'Engage pour simuler des pannes dans le contexte de différents systèmes de transport et de production concurrents. Le dernier exercice de formation que nous vous laisserons est un exercice traditionnel de modélisation de l'expansion des capacités du secteur électrique. C'est un que nous rencontrons souvent ici chez Engage, que nous rencontrons souvent ici sur Engage, qui mettent en concurrence les ressources renouvelables en fonction de leur disponibilité. Jusqu'à présent, nous avons uniquement envisagé d'alimenter un hôpital
avec des générateurs diesel, de l'énergie solaire et des batteries de stockage. Cependant, le vent serait-il une autre grande ressource énergétique que nous devrions prendre en compte, et pas seulement pour l'hôpital, mais pour toute la communauté? Lors de l'intégration de nouveaux actifs renouvelables dans un modèle Engage, il est toujours utile de regarder d'abord une carte de ressources, car, comme nous l'avons vu au début de cette formation, la disponibilité des ressources peut changer en fonction de l'emplacement. Bien qu'Haïti dispose d'importantes ressources solaires dans la plupart des endroits, nous pouvons constater en examinant l'Atlas mondial de l'énergie éolienne qu'on ne peut pas en dire autant de l'énergie éolienne. Les ressources éoliennes semblent être plus importantes dans les régions les plus montagneuses d'Haïti, ce qui est logique puisque les trouées montagneuses peuvent parfois canaliser et intensifier la vitesse du vent. Cependant, la construction d'un parc éolien dans les montagnes peut s'avérer difficile en raison de la complexité du terrain. Nous nous concentrerons donc sur l'extraction de profils de ressources éoliennes provenant de zones aux surfaces relativement plates. La première zone dans laquelle nous allons établir notre profil de ressources éoliennes est près de Port-de-Paix. Port-de-Paix, comme nous pouvons le constater, possède une ressource éolienne relativement bonne par rapport au Cap-Haïtien, qui a une ressource éolienne moins bonne. Nous utiliserons une plateforme appelée Renewables Ninja pour créer les profils de ressources éoliennes respectifs à chaque emplacement. Nous utiliserons une éolienne de type Vestas V136 comme point de départ, puisque des éoliennes similaires ont été déployées en République dominicaine. Il est important de noter que Renewable Ninja n'est pas un outil soutenu par le NRL et donc les résultats que vous obtenez de cette plateforme devraient être vérifiés sur d'autres plateformes. Nous avons mis l'accent sur Renewable Ninja dans le cadre de cette présentation parce que c'est un outil facile à utiliser pour les personnes qui souhaitent faire de la modélisation, mais qui sont encore des débutants. Suivez attentivement les étapes qui s'affichent à l'écran et mettez la vidéo en pause lorsque nécessaire pour prendre votre temps pour construire le modèle. Pour ce scénario, nous allons créer 6 nouveaux emplacements. Et 7 nouvelles technologies, notamment une pour répondre à une nouvelle demande. Et de nouvelles technologies d'expansion de capacité, y compris notre éolienne, ainsi que des nouvelles technologies de transmission. La dernière étape consiste à créer 15 nouveaux nœuds, certains pour les nouvelles technologies que nous avons créées et le reste pour les lignes de transmission en plaques de cuivre que nous utiliserons pour simuler la façon dont une sous-station distribue l'électricité au niveau d'une ville. N'oubliez pas, au niveau des nœuds, de spécifier les ressources éoliennes pour les emplacements des parcs éoliens, ainsi que la longueur des lignes aériennes de transport.
Après avoir créé un nouveau scénario, la première étape que nous lancerons consiste à alimenter notre communauté uniquement avec des générateurs solaires, des batteries et des générateurs diesel. Cela inclura notre hôpital, un hôtel, un bureau et une école. Faites l'exécution sur un an avec un intervalle horaire. Vous verrez que le modèle a massivement augmenté sa production solaire pour répondre à la nouvelle charge électrique ainsi que son stockage sur batterie avec des générateurs diesel utilisés selon les besoins pour répondre à la demande lorsque les ressources solaires étaient faibles. À présent, réexécutez le scénario. Cette fois, en allumant les éoliennes pour chaque emplacement, en commençant par les technologies de plaques de cuivre, juste pour voir comment le vent se comporte sur une base de coût pur par rapport à l'énergie solaire, aux batteries et au diesel. Après l'exécution, vous verrez que le modèle a construit plus de 3,5 MW de capacité éolienne, ce qui a réduit la nécessité pour le modèle d'évoluer avec des parcs solaires et un stockage par batterie aussi grand. Même si l'énergie solaire restait la principale source d'énergie pour la communauté, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du facteur de capacité élevé de la technologie, cela démontre toutefois la capacité de l'énergie éolienne à répondre de manière compétitive à la demande dans la région. Si vous défilez au niveau des onglets d'emplacement en haut, vous remarquerez que le modèle n'a construit du vent qu'à Port-de-Paix. Ceci est conforme à ce à quoi nous nous attendions, puisqu'il n'y aurait aucune raison de construire un parc éolien pour le même prix dans un endroit où les ressources éoliennes sont les plus mauvaises. Et si toutefois, il y avait un coût supplémentaire à l'importation de l'énergie éolienne au Cap-Haïtien, comme le coût d'une nouvelle ligne de transmission. Exécutez votre modèle à présent où, au lieu d'une technologie avec plaque de cuivre reliant le parc éolien à la sous-station, c'est la ligne de transport de 115 kV. Puisque nous avons des capacités fixes sur les lignes de transmission, exploitez en premier le parc éolien de Port-de-Paix uniquement avec la ligne de 115 kV. Puis, réexécutez ensuite votre modèle dans lequel Engage pourra examiner le coût de connexion du parc éolien de Cap-Haïtien à une nouvelle ligne de transmission de 69 kV. Bien que les coûts d'exploitation dans les scénarios de transmission soient naturellement plus élevés que les coûts de nos modèles avec plaques de cuivre, nous pouvons voir que même avec la pire ressource éolienne, il était toutefois plus rentable de répondre à la demande de la communauté du Cap haïtien avec un parc éolien à proximité que de répondre à la demande de la communauté du Cap haïtien avec un parc éolien à proximité. Cela peut être attribué largement aux différences de coûts entre les lignes de transport, mais vous pouvez imaginer comment cet exercice pourrait être adapté pour examiner de multiples scénarios différents, notamment
Si une partie du parc éolien de Port-de-Paix était utilisée pour répondre à la demande à la fois au Cap-Haïtien et à Port-de-Paix. Ce processus itératif que nous venons de montrer est une bonne astuce de modélisation pour obtenir de nouvelles informations sur le modèle. Il est facile de voir comment, lorsque vous commencez à créer un modèle à l'échelle nationale, vous pouvez concurrencer ou mettre en concurrence plusieurs technologies de production et de transport ou transmission les unes contre les autres pour répondre à la demande totale du modèle. Cela peut inclure des exemples que nous avons déjà abordés, comme différentes tensions et longueurs de ligne de transmission vers différentes ressources de production, comme l'énergie éolienne, le solaire ou l'hydroélectrique. Cependant, vous pouvez même être aussi précis que le type de technologie d'éolienne à différentes hauteurs de moyeu ou les différents types de lignes de transmission, telles que celles fabriquées avec des poteaux en acier ou en bois. Même s'il y a eu beaucoup de choses que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, comme les restrictions foncières dans Engage, les contraintes du scénario de marge de réserve d'énergie, le retrait d'actifs ou encore les pratiques de modélisation pluriannuelle, vous pouvez de toute façon voir le vaste potentiel d'Engage pour modéliser des systèmes énergétiques à la fois divers et complexes. Ceci conclut notre série de formations Engage. Merci beaucoup pour votre participation. Nous espérons que vous avez appris quelque chose d'utile et que vous pourrez commencer à utiliser en toute confiance la modélisation de l'expansion de capacité pour répondre à vos besoins énergétiques. S'il y a quelque chose que vous souhaitez apprendre et que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder, vous pouvez toujours consulter la documentation Calliope ou contacter l'équipe Engage à l'adresse email qui vous a été fournie. Nous sommes toujours heureux de vous aider avec tous vos besoins de planification et vos questions de modélisation. Encore une fois, merci beaucoup.